Mesdames, Messieurs de la presse, le 14 août 2021, un séisme de magnitude 7.2 a secoué le pays et affecté principalement les régions du sud, de la Grand'Anse et des Nippes. Pendant que les secours se lançaient pour des réponses, nous avons dû faire face également à la dépression tropicale Grace. Les catastrophes naturelles mêlées aux problèmes politiques pèsent lourdement sur les vulnérabilités qui existaient déjà. Face aux besoins humanitaires, le gouvernement, aidé des partenaires financiers et techniques, coordonne les réponses. Nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement de Flash Appeal, qui est un programme de réponse humanitaire qui a des stratégies de réponse. J'invite le ministre de la Planification et de la Coopération externe à venir nous rejoindre au microphone pour lancer cette cérémonie. Monsieur le Premier ministre, membres, collègues du gouvernement, Mesdames, Messieurs les partenaires financiers et économiques, Mesdames, Messieurs les membres des agences internationales, Mesdames, Messieurs les membres des ONG, du Forum des ONG, aujourd'hui, toujours dans le cadre d'une étroite collaboration entre le gouvernement et les partenaires internationaux, nous procédons au lancement du Flash Appeal. C'est l'alerte d'urgence. Conçu sur la base d'une évaluation rapide des besoins et portant sur un montant de 200 millions de dollars américains. Le MPCE ménagera tous ses efforts pour qu'à travers la mise en œuvre de ce PDNA que nous venons de lancer, nous puissions promouvoir cette culture de sécurité et de résilience au sein de la population, déjà dans le cadre de notre système national de planification, dans sa composante de l'investissement public. Il est prévu un plan directeur pour le relèvement durable de la péninsule sud, ainsi qu'un plan d'action faisant état des programmes à réaliser dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. Nous n'avons pas les mots pour remercier le support et le dévouement de la communauté internationale à notre égard face à cette situation déjà compliquée avant même le tremblement de terre. Nous étions en train de réfléchir sur l'insécurité généralisée, le Covid, la rentrée des classes, l'assassinat du président, l'apaisement social. Voilà que le 14 août 2021, nous sommes frappés par un terrible tremblement de terre. On a souvent tendance à minimiser parce qu'on n'a pas vu les dégâts, on en a entendu, mais on n'a pas vu les dégâts. Si vous vous rendez dans la commune de Maniche, par exemple, ou dans la commune de Baradère, ou à Bac-au-Noir, une section communale dépendante de Baradère, ou à l'asile, vous allez voir, c'est plus compliqué que vous puissiez le penser. En plus de solliciter votre support inconditionnel, d'encourager votre dévouement à l'égard du peuple haïtien, je pense que les besoins sont inestimables, même si nous en avons parlé de 200 millions de dollars américains pour la phase d'urgence. Mais avec une exhortation de faire en sorte que l'économie haïtienne, l'économie nationale soit priorisée dans les démarches. Par exemple, on n'aura pas besoin de venir avec des matelas. On peut acheter les matelas sur place, par exemple.
C'est un plaisir, dans cette circonstance, d'ouvrir cette cérémonie du flash appeal pour que les fonds à mobiliser pour l'urgence et pour le départ de la phase de relèvement puissent arriver pour secourir le peuple et notamment les 3 régions les plus frappées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et tout de suite, j'invite le coordonnateur adjoint des secours d'urgence, Monsieur Ramesh, à nous rejoindre pour ses propos de circonstance. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous sommes ici en ce jour pour montrer notre soutien au peuple haïtien. Nous sommes à leur côté alors qu'ils pleurent la perte de leurs plus proches, de la maison et de leurs moyens de subsistance. Je voudrais également rendre hommage à la perte de l'un de nôtres, le docteur Ousmane Touré, un collègue de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un honneur pour moi de lancer aujourd'hui ici, au nom du système humanitaire, cet appel éclair de montant de 187 millions de dollars pour aider 500 000 Haïtiens à se relever et à se reconstruire. C'est une expression de notre solidarité envers le peuple haïtien. Avant d'entrer dans le sujet même de cet appel, je voudrais saisir cette opportunité pour souligner les efforts remarquables mis en œuvre par Monsieur le Premier ministre Ariel Henry, par le docteur Jerry Chandler de la Direction générale de la protection civile haïtienne et par l'ensemble du gouvernement haïtien pour faire face à cette catastrophe. J'ai pu voir cela par moi-même lors de ma visite hier au Caï et à Maniche, où j'ai parlé avec les personnes affectées. Ça m'a énormément touché. Tout comme Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies qui était ici présente la semaine dernière, j'ai été impressionné par le travail de Kuhn sous l'égide de DGPC, alors qu'elle s'est associée à des organisations sur le terrain pour aider au déblayement des débris, à fournir des services de santé urgence aux personnes vulnérables, en particulier les femmes, les filles, les personnes âgées et les personnes souffrant des handicaps. Nous sommes également redevables aux efforts des organisations et des communautés locales qui ont été les premiers intervenants lorsque le séisme a frappé la péninsule du Sud, touchant 800 000 personnes. Ce sont les héros méconnus de cette réponse. Faisant suite de la demande du gouvernement, les Nations Unies ont déployé au moins de 24 heures une équipe de coordination et d'évaluation des catastrophes de 10 membres, appelée UNDAC, avec le soutien de 11 techniciens de America's Support Team. Entre autres, cette équipe a aidé à coordonner l'arrivée et le déploiement de personnel de recherche et de secours de certains nombres de pays qui ont atterri en Haïti dans les moindres délais. Nous remercions les États membres pour le soutien rapide à soutenir les efforts de recherche et de secours
et à fournir des fournitures de secours indispensables, ainsi que des abris d'urgence. Grâce à la générosité de nos bailleurs, le coordinateur de secours urgence, M. Martin Griffiths, a alloué la somme de 8 millions de dollars de Fonds central d'intervention urgence des Nations Unies qui s'appelle SURF pour aider à la fourniture de produits et services essentiels tels que les soins de santé, l'eau potable, les abris d'urgence et l'assainissement pour les personnes touchées par cette catastrophe. La réponse humanitaire peut faire avancer les choses, mais nous devons faire plus. Avec la saison d'ouragan, comme nous l'avons vu avec l'impact de dépression tropicale Grace, il est urgent de s'assurer que toutes les personnes qui ont perdu leur maison reçoivent un toit sous lequel dormir. Nous devons également faire davantage pour protéger celles et ceux qui sont exposés à la violence. Une première évaluation a montré que les femmes, les filles et les enfants, ainsi que les personnes handicapées, sont exposées à des actes de violence sexistes et sexuelles. Et on fait, avec la coordination départementale du ministère de la condition féminine, une évaluation réalisée par le FNUAP a démontré que l'accès aux services et à la prise en charge des cas s'est considérablement réduit. Ce problème doit être pleinement abordé. Et j'en ai discuté hier avec la ministre à l'ECAI. Pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire des personnes touchées par le séisme, les Nations Unies ont également joué un rôle essentiel en fournissant une aide alimentaire et un espace à plus de 18 000 personnes et ont distribué de la nourriture à plus de 3 000 personnes dans les hôpitaux de Jérémie et d'Écaille. Nous travaillons avec des partenaires pour fournir des fournitures d'urgence, notamment des médicaments, de l'eau potable et des bâches, alors même que les inondations et les coulées de boue entravent les efforts de secours. Nous avons aussi à mobiliser 3 tonnes de fournitures et des équipements médicaux pour la réponse. Et des équipes médicales ont été déployées. Les intervenants humanitaires peuvent prendre place à bord des vols assurés par UNHAS, le service aérien humanitaire des Nations Unies, disponible tous les jours vers les zones touchées du Sud. Depuis le 14 août, UNHAS a transporté plus de 100 membres de personnel médical et plus de 6 tonnes de fournitures médicales essentielles. Les agences des Nations Unies et autres partenaires humanitaires sont étroitement impliqués dans les activités de protection des personnes vulnérables en coordination avec leurs homologues gouvernementaux et leurs partenaires sur le terrain. Rien de tout cela ne serait bien sûr possible sans les organisations non gouvernementales nationales et les partenaires d'exécution locaux, qui constituent le cœur de notre réponse. L'appel que je lance aujourd'hui requiert 187 millions de dollars pour fournir une aide humanitaire vitale à 500 000 femmes, filles, garçons et hommes haïtiens. Il s'agit d'un appel formulé par la communauté humanitaire en Haïti, comprenant des agences des Nations Unies, des ONG internationales et des ONG nationales. L'objectif est de fournir une assistance sanitaire à plus de 200 000 personnes, dont plus de
60 000 femmes enceintes, une aide alimentaire d'urgence à 300 000 personnes, une aide nutritionnelle à presque 200 000 enfants de moins de 5 ans, une aide à l'éducation à 100 000 enfants, une assistance en eau et assainissement à une demi-million de personnes et un abri à près de 400 000 personnes. Pour ne citer pas quelques objectifs. Le document de l'appel est disponible en ligne. Nous devons aussi nous tourner vers l'avenir de Haïti. Toute personne touchée doit pouvoir reconstruire sa vie. Des années de gains de développement ont été anéanties. Nous espérons de cet appel sera un tremplin dans ce processus. N'oublions pas les leçons tirées du séisme de l'année 2010 et de l'ouragan Mathieu en 2016. Nous devons éviter d'être confrontés au même goulot d'étranglement et au même défi de se observer lors des urgences précédentes. Nous devons intégrer la sensibilisation et la réduction des risques dans l'effort de reconstruction. Cela représente une réelle opportunité d'aider Haïti à avancer sur une voie plus résiliente. Permettez-moi de conclure mes propos en faisant écho le message de solidarité du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au peuple haïtien. Vous n'êtes pas seuls. Nous restons à vos côtés en ce temps difficile. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci pour ce beau message. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Donc nous avons des amis qui nous supportent. Et c'est ainsi que j'invite le coordonnateur humanitaire, M. Bruno Lemarquis, à nous rejoindre pour ses propos de circonstance. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, membres du gouvernement en vos rangs, titres et qualités, chers partenaires techniques et financiers, chers partenaires des organisations non gouvernementales, chers partenaires des organisations nationales, la société civile, chers collègues des Nations Unies, mesdames et messieurs, merci en pile pour nous, vin la jodia pour cérémonie ça. Permettez-moi de commencer par également présenter mes profondes condoléances à toutes les familles affectées suite au tremblement de terre du 14 août qui est intervenu dans une période déjà particulièrement difficile pour Haïti, comme vous l'avez souligné, Monsieur le ministre. Je tiens à exprimer ma plus profonde reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui ont été en première ligne depuis le 14 août, dès les premiers instants de cette crise. En premier lieu, les communautés, les gens eux-mêmes, les gens affectés, les communautés locales, les organisations locales, les autorités locales, les services de l'État, les services déconcentrés dans les départements, les services centraux de l'État, ainsi qu'à toutes les organisations, collègues des Nations Unies, ONG, secteur privé, les membres de la coopération internationale qui ont vraiment apporté énormément, et à tous ceux et toutes qui se sont mobilisés au niveau national, au niveau régional, je sais qu'il y a des collègues de la CARICOM dans la pièce, et au niveau international. Je vous remercie à tous d'avoir répondu si rapidement et si généreusement dès le début de cette crise. Mais nous sommes ici réunis pour montrer notre soutien et notre solidarité avec le peuple et le gouvernement haïtien, surtout la population des 3 départements affectés à travers le lancement de cet appel d'urgence. Je tiens également, comme mon collègue Ramesh, à souligner le leadership remarquable du gouvernement pour la gestion de cette réponse et de cette crise, sous votre leadership, Monsieur le Premier ministre, notamment en soulignant également le leadership de la DGPC. Certains d'entre nous, moi y compris,
est très familier avec le travail de la DGPC depuis des décennies, et on voit vraiment que c'est une organisation qui a grandi, qui a appris et qui maintenant est dans un rôle de leadership qui est tout à fait remarquable. Ce n'est pas le bout du chemin, mais des gros progrès ont été faits. Également le leadership et les actions immédiates des ministères concernés, et ils sont nombreux. Malgré les très multiples défis auxquels votre gouvernement fait face en ce moment, ainsi que le pays, les autorités nationales et locales ont vraiment été en première ligne pour diriger la réponse. Nous allons poursuivre et accentuer cette relation de travail étroite avec vous dans la mise en œuvre de la phase humanitaire actuelle, mais également pour les phases suivantes de relèvement et de reconstruction, et en prenant en compte les très nombreuses leçons apprises des événements précédents, notamment 2010 et également 2016. Donc là, je voudrais faire quelques points sur ça, parce que c'est vraiment pour moi fondamental, les leçons de 2010. Fondamental de respecter et de soutenir le leadership national. Donc on est vraiment dans une bonne position aujourd'hui avec le leadership qui a été exercé par le gouvernement. Fondamental d'œuvrer dans le cadre d'arrangements de coordination efficaces et d'appuyer, pour nos partenaires, tous les partenaires, d'appuyer et de respecter ces arrangements de coordination nationaux. En Haïti, Jean Condi, tout le monde a fait toute bagaille. N'importe qui a fait toute bagaille, ça pas qu'a fait encore. Nous devons respecter les structures de coordination nationale, tant au niveau national que départemental que communal. Et je saisis encore cette occasion pour remercier souligner le travail de la protection civile avec le COUN, avec le COUD et avec les comités communaux. Il est fondamental d'appuyer et de travailler à travers les institutions nationales au maximum, les ministères, les autres institutions, à travers les structures, à travers les systèmes nationaux et les systèmes locaux. Il est indispensable de s'appuyer sur les très nombreuses capacités haïtiennes, l'expertise haïtienne, les connaissances haïtiennes, pour assurer une réponse qui soit contextualisée et qui ne vienne pas de l'extérieur avec des solutions toutes faites. Il faut contextualiser la réponse. Hier, nous étions maniches, tant que M. Ramesh t'a dit, nous étions maniches, nous parlions avec un pile moun, et on bagaille moun t'a dit nous, c'est que aide à privé jusqu'à ce que route, oui, c'est en route, machine à privé, camion à privé, après ça, il y a campé. Donc aide après t'es là. Ça qui est besoin fait, c'est pour toute communauté locale dans section communale, parce que c'est eux-mêmes qui sont affectés, AZEC, KAZEC, autorités locales, leaders religieux, oui, organisés en système avec l'État, avec des GPC, pour y prendre aide là et y mener le côté gain désastre, côté gain dégâts. Non, en pile bourrique à nécessaire, oui. Gain hélicoptère, mais ça nous vraiment besoin, c'est bourrique en pile bourrique. Voilà. Fondamental d'appuyer la production locale. Oui. Vous avez mentionné matelas. Si un matelas n'a pas acheté matelas en Haïti, si un cabane qui fait n'a pas acheté cabane en Haïti. Donc éviter vraiment s'appuyer sur la production locale, l'économie haïtienne locale et nationale, le secteur privé, les acteurs économiques haïtiens, pour que ça donne aussi un boost à l'économie haïtienne. D'autre part, c'est aussi indispensable de prendre en compte un certain nombre de dimensions fondamentales dans la réponse, notamment le rôle essentiel des femmes et des organisations de femmes dans la réponse, et le ciblage des personnes les plus vulnérables, notamment les personnes vivant avec des handicaps, et puis tous les besoins de protection que mon collègue Ramesh a mentionnés. Cela m'amène à faire un lien entre les acteurs humanitaires et les acteurs de développement. Les acteurs basés en Haïti, souvent, on fait les deux. De très nombreux acteurs sont acteurs de développement qui font de l'humanitaire quand il faut faire de l'humanitaire, donc ce n'est pas trop un problème. Vous connaissez tous la nature cyclique des chocs climatiques en Haïti. Et donc là aussi, nous devons nous appuyer sur les leçons des crises précédentes pour s'assurer qu'il y ait une très très bonne liaison entre ce qui est fait maintenant, la réponse d'urgence, et puis le relèvement, la reconstruction. Nous devrons tous prendre cela en compte dans nos propres programmations et travailler dès maintenant dans une perspective de nexus, oui, humanitaire-développement, pas de manière séparée, mais de manière conjointe. Je prends un exemple, la question des abris, des habitations, éviter qu'il y ait une rupture dans la pensée et dans les actions, entre les actions d'urgence pour les abris temporaires
et puis les mesures qui seront prises en place pour la reconstruction des maisons. Il faut que ce soit une stratégie à 2 volets. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas. À cet effet, je tiens à saluer vraiment le leadership du gouvernement et les décisions très rapides que le gouvernement a prises, la primature et le MPCE, ainsi que les partenaires internationaux pour la rapidité avec laquelle a été lancé le processus d'évaluation des besoins de reconstruction, donc le PDNA qui a été lancé sous votre égide, Monsieur le Premier ministre, avant-hier. Et donc ça va nous permettre d'avoir très bientôt, dans quelques semaines, une évaluation et un cadre de reconstruction sans avoir à attendre des mois et des mois. Donc ça, c'était une très, très bonne nouvelle. Je voudrais également profiter de cette occasion pour rappeler qu'il n'est pas impossible d'éviter les désastres. On peut éviter les désastres. Les désastres causent en Haïti des pertes humaines, des pertes économiques, plusieurs points de PIB à chaque fois, etc., etc. Et les désastres que souvent on appelle faussement les désastres naturels, ça n'existe pas, les désastres naturels. Un désastre, ce n'est pas naturel. C'est faux, on utilise ça de manière... On ne devrait pas dire ça. Les désastres que nous qualifions de naturels ne le sont pas. Un risque naturel, un cyclone, un tremblement de terre, se transforme en désastre si les mesures n'ont pas été prises. Les mesures, ce qu'on appelle la gestion des risques et désastres, l'adaptation au changement climatique, le respect des codes de construction, construire des infrastructures résilientes, l'aménagement du territoire, la planification urbaine, les pratiques agricoles, etc., etc. Tout ça, c'est la gestion des risques et désastres, pour faire en sorte qu'un choc ne se transforme pas en désastre. Vous savez très bien que dans la région, le même cyclone, quand il traverse la région, les mêmes caractéristiques, fera un peu de dégâts, énormément de dégâts ou presque pas de dégâts, selon le degré de préparation des pays. Donc, on ne doit pas se résigner à ce que les risques naturels se transforment en désastres, car ce n'est pas une fatalité. Et ce tremblement de terre du 14 août, c'est encore un vibrant rappel, comme Haïti en a eu de nombreux, un vibrant rappel pour qu'Haïti s'engage encore plus franchement et de manière très très volontariste, y compris au niveau du leadership national et sur le long terme, sur les questions de gestion des risques et désastres, d'adaptation au changement climatique, comme des priorités nationales. Il y a trop d'argent, il y a trop d'attention, il y a trop qui va en Haïti à la réponse et trop peu qui va à empêcher les désastres. Pour que l'action humanitaire puisse répondre aux besoins d'urgence, des financements urgents sont nécessaires, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Sans financement, les partenaires humanitaires ne pourront pas tenir le rythme, ne seront pas en mesure de maintenir dans les semaines et les mois à venir des interventions essentielles visant à sauver des vies, à aider des gens à se remettre sur pied, notamment l'aide alimentaire, l'aide en termes d'abri, etc., tout ce que mon collègue Ramesh a dit, y compris au niveau agricole. L'agriculture d'urgence, très important pour que les paysans ne manquent pas une saison. Malgré la multiplicité des crises de par le monde, et depuis quelques jours, la crise afghane, plus la question de la pandémie mondiale qui a pris énormément de ressources des bailleurs de fonds pour répondre à cette pandémie. Tout ça a mis une grosse pression sur les principaux pays donateurs, mais il reste néanmoins essentiel de continuer à appuyer Haïti dans le cadre de cette crise qui vient de frapper durement le pays. Donc nous remercions d'avance les bailleurs de fonds pour garder Haïti en haut de leur liste de priorités malgré toutes les autres priorités. Donc merci pour votre appui, votre générosité. Tango nous dit main en pile charpalou et yon doit pas manger calalou. Donc l'unité fait la force. L'union fait la force. Merci en pile. Nous avons bien noté, Monsieur le Marquis, que nous devons travailler pour que les risques naturels ne deviennent pas des désastres. Merci beaucoup, c'est bien noté. Mais nous sommes tous conscients que le nouveau gouvernement, arrive à un moment où le pays vit une situation très difficile, très compliquée. Des appels à l'unité, à l'entraide, au vivre ensemble,
des appels aussi pour cultiver les vertus du dialogue, les vertus de la tolérance sont toujours lancés par le Premier ministre, Dr Ariel Henry, et il n'a jamais manqué l'occasion dans ses interventions de faire appel à ces pratiques démocratiques. Monsieur le Premier ministre, vous êtes invité à nous rejoindre pour vos propos de circonstance. Monsieur Ramèche, Monsieur le Marquis, Madame la représentante du secrétaire général, Messieurs les ministres, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est avec plaisir que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie portant sur la réponse rapide d'urgence afin de faire face aux dégâts provoqués par le tremblement de terre du 14 août en cours. Cette mobilisation de ressources est d'autant plus cruciale qu'elle concerne des besoins stratégiques, tels que, d'abord, la protection des populations contre les intempéries en leur offrant des abris de fortune, faits de tentes, bâches. Ensuite, l'eau potable. Comme vous le savez, les infrastructures en eau potable ont été profondément endommagées, exposant ainsi la population non seulement à la pénurie d'eau, mais également au risque d'infection et à des atteintes telles que le choléra et le paludisme. Après, il y a la sécurité alimentaire, avec un pourcentage déjà élevé de la population souffrant d'insécurité alimentaire de plus de 40% et des milliers d'enfants en situation de malnutrition aiguë. Si des interventions urgentes ne sont pas faites dans ce secteur, la crise sociale ne peut que s'exacerber. Nous sommes à une période particulière de l'année où les enfants doivent aller à l'école. Nous sommes à la veille de la rentrée des classes. Pour le gouvernement, ça, c'est indispensable que Timounouyo retourne à l'école, qu'il n'ait pas perdu le moins de jours de classe possible. C'est peut-être ça, nous avons comme priorité, des priorités que nous avons là, pour nous déblayer sites qui gagnent des brio pour que nous soyons capables de faire de l'école en battante, en bas des grands hangars protégés. Nous voulons tout, on appui à parents qui déjà décapitalisés pour que Timio retourne à l'école. Nous voulons on appuie tout à enseignants qui dans zone sayo, dans zone studio qui frappent, ainsi qu'avec les élèves. Pour nous, nous dit très clairement que coordination aide-là doit être faite à travers un point focal qui c'est DPC. Nous voulons apprendre de l'expérience passée pour que nous puissions mieux construire demain. Avant-hier, en partenariat avec les Nations Unies, la Banque mondiale, l'Union européenne et la BID, j'ai procédé au lancement officiel du PDNA. C'était le moment opportun de le lancer, c'est-à-dire pas trop tôt afin de ne pas interférer avec les activités d'urgence et pas trop tard pour permettre de faciliter le processus de collecte. En lançant ce processus, le gouvernement, une fois de plus, a voulu mettre l'accent sur l'importance de bien faire le pont entre l'urgence et le développement, entre le court terme et le long terme.
Merci encore à tous nos partenaires d'avoir répondu très vite à nos malheurs. Je m'engage à exercer avec le gouvernement le leadership requis à travers le MPCE pour que le PDNA soit la référence et facilite la reconstruction de la péninsule du Sud. Restons ensemble, unis, pour le bien de ce pays. Merci. Voilà encore un nouvel appel à l'unité lancé par le Premier ministre, Dr Ariel Henry. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers partenaires financiers et techniques, merci. Mes chers invités, c'est ici que nous mettons fin à cette cérémonie officielle. Merci, bonne journée, puis continuez, supporter Haïti, continuez, aimer Haïti. Merci en pile pour aider nous. Pour les amis de la presse, vous êtes invités à nous rejoindre directement. Les amis de la presse, si vous voulez, il y a une petite séance de questions-réponses. C'est avec M. Ramesh, le coordonnateur adjoint des secours d'urgence, tout de suite après. Et puis, on m'a demandé de faire une photo souvenir. Donc, tout de suite, merci.